Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelle place pour les collectivités territoriales dans la politique de l'emploi? Collection Graal. Voir la liste complète sur le site de l'Harmattan. Parmi les ouvrages les plus récents. Roselyne Allemand et Laurence Solispotvin dire Égalité et non-discrimination dans l'accès aux services publics et politiques publiques territoriales, 2008. Jean-Luc Albert, Vincent Debriand, Jacques Fialer, L'intercommunalité et son coût, 2008. Cités et gouvernements locaux unis. Premier rapport sur la décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Ouvrage coordonné par le Graal, sous la direction scientifique de Gérard Marcoux, 2008. Jacques Fialer, Les stratégies du développement durable, 2008. Thierry Michalon, L'outre-mer français. Évolution institutionnelle et affirmation identitaire, 2009. Marilus Pavia dire Les transferts de compétences aux collectivités territoriales, aujourd'hui et demain, 2010. Jean-Claude Nemery à dire Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises, 2010. Caroline Chamardheim dire Services départementaux d'incendie et de secours, faut-il étatiser les SDIS, 2010. Catherine Montoff dire La réforme aéroportuaire de la loi du 13 août 2004 à l'épreuve des faits, 2011. Roselyne Allemand dire Les effets du droit de l'Union européenne sur les collectivités territoriales. Approche comparée, 2011. Hugues Rabot et Pierre Tiffin dire Responsabilité pénale et activité des collectivités territoriales. Évolution et interaction, 2011. Olivier Duperron dire Les services publics locaux et la concurrence. Entre intérêt général et marché, 2011. Justine Daniel dire Les Outre-mer à l'épreuve du changement. Réalité et perspectives des réformes territoriales, 2011. Serge Regour, Joseph Carle, Didier Guignard dire Réforme et mutation des collectivités territoriales, 2012. Florence Lerique dire À l'heure de la métropolisation, quel contour juridique, 2012. Sous la direction de Virginie Daunier. Quelle place pour les collectivités territoriales dans la politique de l'emploi? Acte de la journée d'études organisée le 3 décembre 2010 à l'Université de Franche-Comté. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. mailtoudiffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan1@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 828 8. EAN 9 782 296 968 288. Liste des auteurs. Amin Mohamed, directeur de l'Observatoire de la fonction publique territoriale du CNFPT. Aubin Emmanuel, maître de conférences HDR de droit public, faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers. Courvoisier Claude, professeur émérite en sciences politiques, Université de Bourgogne. DESRAMEAUX Alexandre, maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté CRJF. Daunier Virginie, professeur de droit public, Université de Franche-Comté. Guigon Sylvie, maître de conférences en sociologie, Université de Franche-Comté. Hauser Mathieu, maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté. Long Martine, maître de conférences HDR de droit public, Université d'Angers. Marceau Anne, maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté. MEKHANTAR Joël, professeur de droit public, Université de Bourgogne. Ourliac Guy, ingénieur de recherche, Université de Toulouse, capitale. Pontier Jean-Marie, professeur de droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École de droit de la Sorbonne. Rial Hervé, professeur de droit public, Université d'Angers. Avant-propos. Virginie Daunier. Professeur de droit public, Université de Franche-Comté.
La politique de l'emploi fait partie des domaines d'intervention s'imposant à la puissance publique, à l'État-providence, tant la montée en puissance d'un chômage de masse, l'apparition de l'exclusion professionnelle et les crises économiques l'ont rendue indispensable. Au plan juridique, cette politique occupe une place particulière en ce qu'elle n'est pas dénuée de fondement constitutionnel. L'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 affirme en effet le devoir de chacun de travailler et le droit d'obtenir un emploi, ce qui suppose l'existence de politiques spécifiques favorisant l'effectivité de ce droit. Mais au-delà de l'apparente clarté qui semble caractériser l'énoncé de l'alinéa 5, la dialectique droit-devoir à laquelle cette disposition fait allusion comporte des imprécisions s'agissant notamment de ses destinataires. Si l'on peut aisément concevoir que le droit de travailler pèse sur toute personne dont l'état de santé le permet, l'alinéa 11 du préambule affirmant le droit de toute personne qui n'est pas en capacité de travailler à obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, le droit d'obtenir un emploi n'est opposable à aucun débiteur clairement identifié. Bien évidemment, la mise en œuvre d'une politique de l'emploi n'a pas pour objet de garantir à chacun de disposer d'un travail. Cette politique vise uniquement, et autant que faire se peut, à accompagner les mutations économiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle contribue à donner corps à l'alinéa 5, en impliquant notamment l'existence d'un service public de l'emploi en faveur des personnes à la recherche d'un travail. Et il apparaît que l'État a très largement conservé cette politique dans son giron, indépendamment du fait que l'alinéa 5 ne lui réserve aucun monopole en la matière. Pour autant, la politique de l'emploi ne peut se résumer à l'aide apportée aux chômeurs, elle présente un caractère transversal impliquant non seulement un service de placement, mais aussi la mise en œuvre d'actions favorisant la création d'emplois et la formation professionnelle des travailleurs. Ce caractère transversal s'accommode mal d'une conception monopolistique visant à réserver la politique de l'emploi à un seul acteur, à une seule personne publique, d'où la nécessité de s'interroger sur le rôle que les collectivités territoriales peuvent tenir en la matière. À première vue, il peut sembler étrange de s'intéresser à cette question dans la mesure où la politique de l'emploi n'a pas fait l'objet de transferts de compétences, pas explicitement en tout cas. L'État en a conservé la responsabilité, le rôle dévolu aux collectivités territoriales n'apparaît que secondaire en l'absence de décentralisation d'eux. Pourtant, au regard des domaines d'intervention des échelons locaux, ces derniers ne peuvent demeurer en marge de la définition et de la mise en œuvre de la politique de l'emploi. Les interventions que les collectivités territoriales assument dans des domaines connexes à cette politique les amènent ainsi à apporter leur soutien à la défense de l'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les compétences qu'elles exercent en matière de développement économique, de formation professionnelle ou de lutte contre l'exclusion, leur offre en effet la possibilité de définir des politiques volontaristes visant à relayer ou à combler les lacunes de la politique étatique. C'est donc en ayant recours à l'analyse inductive que l'on peut comprendre, au travers de l'exercice de certaines compétences, quel peut être le rôle des collectivités territoriales en matière d'emploi, démontrant ainsi qu'en dépit de l'absence de transfert de compétences, les échelons locaux ne peuvent être tenus à l'écart. Au-delà du rôle prééminent conservé par l'État, les collectivités disposent tout de même de leviers d'action. Si le terme décentralisation n'a jamais été employé s'agissant de la politique de l'emploi, la chose existe peut-être néanmoins dans les faits, témoignant par là même de toute l'ambiguïté des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Par ailleurs, tenter de cerner le rôle des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi ne peut se faire en éludant l'emploi public car les échelons locaux sont aussi des employeurs, ce qui leur confère un rôle particulier. Et à cet égard, si le principe de libre administration semble leur accorder une certaine marge de manœuvre, on peut s'interroger sur l'impact des réformes de l'administration étatique sur cette latitude. En d'autres termes, dans la définition de leur politique d'emploi public, les collectivités ne seraient-elles pas contraintes par les réformes impulsées par l'État, a fortiori dans le contexte de révision générale des politiques publiques 3 ? Une telle question permet de nourrir la réflexion sur la portée de l'autonomie locale dans la gestion de leurs ressources humaines, et donc dans la définition d'une politique de l'emploi public local. C'est ainsi le rôle d'employeur et de recruteur qu'il convient d'analyser, notamment dans le contexte de flexibilisation de l'emploi public,
pour démontrer que les échelons locaux ne sont pas seulement les concepteurs d'une politique de l'emploi public, ils en sont aussi les acteurs. De ce fait, ils ont une responsabilité particulière dans la définition des évolutions affectant la politique de l'emploi public, et plus largement dans la définition d'une politique œuvrant en faveur de la lutte contre l'exclusion professionnelle, mais aussi contre les discriminations, puisque les pratiques des collectivités en matière de recrutement peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs. C'est donc à travers un prisme large, englobant tant la lutte contre le chômage que l'emploi public, que la question du rôle des collectivités territoriales dans la politique de l'emploi a été posée lors d'une journée d'études organisée à l'UFR des sciences juridiques, politiques économiques et de gestion de Besançon au mois de décembre 2104. Les contributions et les débats, animés par Claude Courvoisier et Joël Mécantar, ont permis de mettre en lumière les potentialités de l'action locale en matière d'emploi, que cela consiste en la mise en place d'un contexte favorable au maintien et à la création d'emplois, ou en la définition d'une politique volontariste en matière d'emploi public. Et pourtant, un avenir pourrait paraître sombre dans la mesure où la marge de manœuvre dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales semble subir différents assauts. La mise en œuvre d'une conception exclusive de la répartition des compétences par la loi du 16 décembre 2010 peut ainsi confiner chaque catégorie de collectivité dans une sphère précise dans l'espoir, sans aucun doute chimérique, instaurer plus de cohérence entre les interventions des différentes collectivités. 5. De la même manière, les incertitudes liées à la mise en œuvre du conseiller territorial incitent à penser que l'application de cette réforme donnera lieu à des recompositions susceptibles de nuire à l'autonomie de certaines collectivités. À cela s'ajoutent par ailleurs d'autres propositions qui pourraient être concrétisées tant l'état des finances locales y semble propice. Dans son rapport du 15 octobre 2010, la Commission pour la libération de la croissance française préconise la conclusion d'un pacte entre l'État et les collectivités territoriales afin de les faire adhérer à l'objectif de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, objectif défini pour la fonction publique de l'État dans le cadre de la révision générale des politiques publiques 6. Cette proposition est à mettre en parallèle avec une autre préconisation de ce document, visant à réduire les concours financiers que l'État apporte aux échelons locaux. Même si le rapport ne le précise pas explicitement, on ne peut s'empêcher d'analyser ces propositions comme les 2 termes d'une même équation. Et au-delà, c'est toute la question de la latitude, dont disposent les collectivités territoriales dans un domaine aussi stratégique que celui de l'emploi local, qui se trouve posée. C'est donc dans ce contexte de recomposition des relations entre les échelons territoriaux que s'inscrivent les contributions qui suivent, et qui tentent à démontrer que la logique des blocs de compétences, que le législateur du 16 décembre 2010 semble avoir réaffirmée, est vouée à l'échec tant elle est impraticable. On peut à cet égard regretter que la loi du 16 décembre se soit arrêtée au milieu du gué. Si elle affirme un principe d'exclusivité dans la répartition des compétences entre les différents niveaux territoriaux, elle se garde bien d'appréhender plus globalement la question des relations entre l'État et les échelons locaux. Nul doute que les contributions issues de cette journée d'études permettront en revanche de nourrir une telle réflexion. 1. Monsieur Borgetto, alinéa 5, le préambule de la Constitution de 1946, Histoire, analyse et commentaires, Géconac, X Préto et Geteboul, Dir, Dalloz, Col. Thème et commentaires 2001, page 127. 2. Si l'article L. 5311-3 du Code du travail prévoit que les collectivités concourent au service public de l'emploi, l'État demeure le responsable de ce service public qui n'a pas été décentralisé. 3. Sur l'impact de la RGPP, voir le rapport d'information numéro 666 du sénateur D. Delège, la RGPP, un défi pour les collectivités territoriales et les territoires, 22 juin 2011. 4. Il faut remercier tout spécialement Françoise Claire, ingénieure d'études, et Françoise Moise pour leur investissement dans l'organisation de cette manifestation, ainsi que tous les intervenants. De même, nous adressons tous nos remerciements au Graal et aux éditions Lamy qui, tous deux, ont soutenu l'organisation de cette journée. Une synthèse des travaux a été publiée dans le numéro d'avril 2011 de la revue Lamy Collectivité territoriale. 5. Loi numéro 2010 à 1563 de réforme des collectivités territoriales,
Joe du 17 décembre 2010, page 22146. 6. Une ambition pour 10 ans. Une mobilisation générale pour libérer la croissance et donner un avenir aux générations futures. http://www.libérationdelacroissance.fr. Propos introductifs. L'ambiguïté des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Jean-Marie Pontier. Professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales sont ambiguës, elles ne peuvent pas ne pas l'être. La preuve, s'il en fallait une, c'est le fait que, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire et que des appréciations sont portées sur ces relations, ce sont les mêmes reproches qui reviennent de la part des autorités locales à l'égard de l'État, la même incompréhension. Cela tient sans doute à de nombreux facteurs. L'un d'eux, irréductible, est la coexistence sur un même territoire de deux autorités, l'une centrale, l'autre locale. Et même s'il est entendu que la première l'emporte sur la seconde, qu'elle peut exercer un contrôle sur elle, cette dernière revendique tout naturellement l'autonomie la plus grande qui soit, la possibilité d'intervenir. Un autre facteur est précisément ce champ d'intervention qui, quels que soient les efforts pour en distinguer ce qui relève de l'État et ce qui relève des collectivités territoriales, demeure à la fois discutable et imprécis. Un autre facteur, encore, est le changement de politique de l'État dans un domaine 8 si ce changement est légitime, et si les autorités nationales n'ont pas à en rendre compte aux collectivités territoriales, cela a un effet souvent direct sur ces dernières. D'autres facteurs peuvent également intervenir, même s'ils sont délicats à prendre en considération comme par exemple, la suspicion réciproque qu'éprouvent les autorités nationales et les autorités locales, les premières estimant les secondes ou incompétentes, au sens courant du terme, ou trop liées aux intérêts locaux, légitimes ou non, ces dernières suspectant les premières de vouloir se décharger sur elles de tâches et surtout de dépenses que l'État devrait assumer. Il n'y a aucune raison pour que le domaine de l'emploi échappe à cette ambiguïté. Il y a même d'autant plus de chances que celle-ci y soit profonde que, d'une part, l'emploi est une préoccupation à juste titre de toutes les autorités, quelles qu'elles soient, et que d'autre part, les considérations de tous ordres, et notamment d'ordre financier, y sont telles que les autorités nationales et les autorités locales y jouent chacune leur partition. Les développements qui suivent sont destinés à illustrer, en ce domaine qui n'est qu'un parmi d'autres, de cette ambiguïté fondamentale dont il n'est pas sûr qu'elle soit levée un jour. Pendant très longtemps, l'emploi n'a pas été le souci dominant des pouvoirs publics, qu'il s'agisse des pouvoirs publics nationaux ou des autorités locales, ce n'était pas une préoccupation du tout. Aujourd'hui, la situation est exactement inverse, les pouvoirs publics affirmant que c'est là leur première préoccupation, comme c'est, selon les sondages, que l'on croit sur ce point assez facilement, la première préoccupation des Français. Il faut donc, pour commencer, s'interroger sur ce retournement spectaculaire, même s'il s'est produit sur des siècles, se demander comment un tel changement a pu se produire. Il n'est pas très facile, au fond, de donner une réponse entièrement satisfaisante, ce que l'on peut trouver, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, c'est un faisceau de facteurs. Tout d'abord, les structures économiques et sociales étaient très différentes autrefois de ce qu'elles sont aujourd'hui. Même si l'on admet facilement de nos jours qu'il y eut des révolutions industrielles avant la révolution industrielle du XIXe siècle, et notamment durant le Moyen Âge, au cours du XIIIe siècle neuf, ces révolutions n'ont pas débouché sur l'industrialisation à grande échelle, sur la production de masse. Les structures sociales étaient également très différentes. Il n'y avait pas que la famille. Il existait toute une série de corps intermédiaires dont l'une des fonctions était, d'abord de former à un métier, ensuite d'intégrer la personne dans un corps de métier 10. La notion d'emploi telle que nous l'entendons n'existait pas plus. Le travail était irrégulier 11, conditionné par les chantiers qui s'ouvraient, les conditions climatiques, il pouvait y avoir de longues périodes de non-travail, les personnes qui n'avaient pas de quoi subsister étant prises en charge, plus ou moins bien, par les institutions ecclésiastiques et par ce milieu évoqué précédemment et décrit par Philippe Ariès. La première préoccupation qui se manifeste, dans la seconde moitié du XIXe siècle, est la protection des travailleurs et non la protection de l'emploi. Cette protection est d'ailleurs, au départ, le fait de groupements privés, d'associations, de travailleurs qui se regroupent dans le cadre des bourses du travail.
Cette situation et cette exigence s'expliquent par les transformations qui se produisent à cette époque, et que l'on résume par les termes d'industrialisation et d'urbanisation, terme auquel il faut ajouter celui d'alcoolisation dose. Les individus se sont retrouvés seuls et isolés face à leur employeur, ceci étant une conséquence des principes adoptés à la Révolution. Ces principes reposent sur une confiance absolue en l'individu, assortie en contrepartie d'une méfiance tout aussi forte à l'égard de tous les groupements quels qu'ils soient et qui sont supposés entraver la liberté de l'individu. Le mythe de l'individu discutant d'égal à égal avec son employeur ne résistera pas longtemps aux réalités économiques, mais il faudra du temps avant que les pouvoirs publics ne se décident, tardivement, à adopter des mesures de protection 13. De ce fait, on peut comprendre que jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, les collectivités locales ne se préoccupent pas de l'emploi, ne cherchent pas à le préserver ou à en créer. L'histoire des interventions des collectivités locales, de la Révolution aux années 1960, est largement dominée par le problème du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, que le Conseil d'État, interprétant de manière discutable des textes révolutionnaires célèbres, impose aux collectivités locales, d'abord de manière très stricte, puis avec des aménagements de plus en plus compréhensifs. Mais dans tout cela il n'est pas question d'emploi, c'est uniquement la question de l'interventionnisme économique des collectivités locales qui se pose. Cependant, les collectivités locales interviennent indirectement en matière d'emploi par le biais de leur fonction d'assistance qui, elle, est traditionnelle. Les communes puis les départements apportent une aide aux personnes privées de ressources, comme le rappellent les textes. Il n'y a pas, au début du XIXe siècle, d'action directe en faveur des personnes qui n'ont pas d'emploi parce que, à l'époque, cela n'est pas pensable, au sens propre du terme. Les personnes qui ne travaillent pas sont mal vues, les pouvoirs publics s'en méfient, et les lois d'assistance qui sont adoptées, notamment la loi du 17 juin 1938, sont tout autant et sans doute d'abord des lois de police. Mais cela va permettre à l'idée d'intervention sociale de faire son chemin. Au début du XXe siècle, toute une série de lois est adoptée. Loi du 15 septembre 1902 en matière sanitaire, loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés, loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. Et ces lois affirment la prépondérance des collectivités locales, communes et départements, en ce qui concerne les interventions sociales 14. Très vite cependant, au XXe siècle, va se manifester cette ambiguïté des relations entre les collectivités locales, dont l'État reconnaît le rôle, et la puissance étatique qui va de plus en plus contrôler et décider. D'une part, une dissociation des compétences et des charges commence à être opérée, l'État rendant obligatoire pour les collectivités locales certaines dépenses en ne participant qu'au moyen de subventions. D'autre part, la conception qui s'affirme vers la fin des années 1930, où la lutte contre le chômage commence à devenir une préoccupation des pouvoirs publics, est une conception de plus en plus centralisatrice. Ainsi, notamment, un décret du 6 mai 1939 portant codification de textes contre le chômage confirme le principe de l'aide aux chômeurs par des subventions aux institutions publiques de chômage créées par les départements et les communes, cette création demeurant toutefois facultative pour ces collectivités. La loi du 11 octobre 1940 sur le placement des travailleurs et l'aide aux travailleurs sans emploi supprime les offices départementaux et les bureaux municipaux de placement, et leur substitue des offices régionaux du travail, qui sont, selon la loi, des organismes d'État 15. Alors que le problème de l'emploi est posé en tant que tel, et que les pouvoirs publics considèrent comme étant de leur rôle d'intervenir, l'État encourage, incite les collectivités locales à intervenir, tout en voulant décider de la politique à tenir en ce domaine. À la fin des années 1960, un grand juriste pouvait écrire, s'interrogeant sur la fonction première des collectivités locales. Le premier devoir des élus municipaux, et particulièrement du maire, est d'assurer, dans la mesure où cela dépend d'eux, le plein emploi dans leur commune. 16. Le rôle complémentaire des collectivités territoriales, par rapport à l'État. L'État reconnaît l'aptitude des collectivités territoriales à intervenir dans le domaine de l'emploi. Il sollicite même cette intervention, mais sous des formes qui sont parfois détournées, on serait tenté de dire non franches. C'est dire que l'on se trouve ici à la fois dans le cadre de dispositions normatives, mais aussi de mécanismes à la nature plus incertaine.
Pour éclairer la question, on peut distinguer deux aspects très différents de ce rôle des collectivités territoriales, d'une part leur rôle en tant qu'employeur, d'autre part leur rôle dans la création d'emplois hors de la fonction publique territoriale. A. Les collectivités territoriales employeurs. Autrefois, il était possible de consacrer un chapitre à l'État employeur. Il faut désormais ajouter un nouveau chapitre, celui des collectivités territoriales employeurs. Toute ambiguïté n'est pas pour autant levée, car si l'existence du pouvoir des collectivités territoriales à recruter est reconnue, c'est avec des réserves et des limitations. 1. L'existence d'une fonction publique territoriale. L'existence par elle-même d'une fonction publique territoriale est l'expression d'une reconnaissance par l'État d'une possibilité, pour les collectivités territoriales, de se doter d'une fonction publique en procédant au recrutement des agents qu'elles jugent indispensables au fonctionnement de leurs services, et ceci dans la plupart des domaines d'intervention. A. La reconnaissance d'une fonction publique territoriale. Remarquons au préalable qu'il n'était pas indispensable que fût reconnue l'existence d'une fonction publique territoriale pour que la décentralisation territoriale puisse se développer. On aurait pu concevoir en effet un tout autre système dans lequel les collectivités territoriales auraient été entièrement maîtresses du recrutement et de la condition juridique de leurs agents, et où ces agents auraient été placés dans une condition juridique de droit privé, c'est-à-dire sous contrat. Cette situation, qui peut surprendre a priori en France, non seulement n'est pas exceptionnelle dans le monde, mais représente le cas de figure le plus courant XVII. Cette situation est d'ailleurs celle qui prévalait largement avant que ne soit adoptée la loi sur la fonction publique territoriale, du 26 janvier 1984. Les collectivités territoriales, principalement représentées par les communes, le personnel départemental était peu important car du fait de la double nature du cadre départemental, les services que l'on appelait alors services extérieurs de l'État représentaient l'essentiel du personnel à cet échelon, recrutaient directement le personnel dont elles avaient besoin. 18. Pendant longtemps ce personnel a été un personnel le plus souvent peu qualifié, et recruté par les élus locaux en fonction de critères dont les aptitudes professionnelles et les compétences n'étaient pas les principaux. Ce personnel était relativement peu important car les communes intervenaient peu, dans des domaines bien délimités. Le rôle limité en matière d'emploi tenait tout autant, et sans doute plus, à des facteurs non juridiques qu'à des facteurs juridiques, car la clause générale de compétence habilitait déjà ces communes à intervenir si elles le voulaient. 19. Mais, psychologiquement comme financièrement, les communes n'étaient pas prêtes, d'autant que la période de l'après-guerre et jusque dans les années 1970 a été une période de plein emploi, ce qui dispensait les collectivités locales d'intervenir activement. 20. Il faut cependant rappeler que sur un point, qui n'est certes pas très important si l'on s'en tient à des aspects purement quantitatifs, les collectivités territoriales se sont montrées très actives, c'est celui de la police. Dans les années 1950, des communes, principalement situées dans le sud de la France, ont décidé de se doter de police municipale, c'est-à-dire de créer un corps de police municipale, ce qui a soulevé le problème juridique aujourd'hui réglé, de la légalité de ces créations, dans la mesure où ces villes étaient déjà dotées d'une police d'État. 21. À la suite des réflexions conduites par des associations de personnel des communes, comme par des associations d'élus, une demande s'est progressivement dégagée en faveur de la création d'une fonction publique territoriale, ce qui a été réalisé avec la loi du 26 janvier 1984. B. Une fonction publique recrutant dans tous les domaines. La fonction publique territoriale s'est révélée être une source d'emploi pour de nombreuses personnes parce que c'est un système complet de fonction publique qui a été institué, avec ses différentes filières. En effet, d'un côté on trouve la filière générale avec la partie administrative de cette fonction publique. Mais le plus intéressant sans doute à relever est la création, au sein de cette fonction publique, de catégories A et A. On l'a dit, le personnel local était autrefois souvent mal ou peu qualifié. Tout ceci a changé avec la création des attachés territoriaux et des administrateurs territoriaux. Et pendant de nombreuses années ces concours ont offert des débouchés intéressants aux diplômés des facultés de droit. 22. Par ailleurs, la fonction publique territoriale n'est pas seulement constituée d'une filière générale,
Il y a également toutes les filières techniques. Certes, une partie de ces personnels provient du personnel d'État, qui a été transféré aux collectivités territoriales lors des transferts de compétences et de la partition d'un certain nombre de services, appelés jusqu'en 1992 services extérieurs de l'État. Mais les collectivités territoriales ont également recruté de nouveaux personnels dans ces filières. Il faut cependant signaler que la mise en œuvre de certaines de ces filières a été particulièrement laborieuse, particulièrement conflictuelle, et ce fut le cas notamment de la filière culturelle. 2. Une politique locale de l'emploi public longtemps dynamique. Les 3 fonctions publiques comportent environ 5 millions d'agents, sans compter les emplois aidés, ce qui représente approximativement 1/5 des emplois sur le territoire national. Sur une vingtaine d'années, entre 1982 et 2003, l'emploi public a progressé de 24% tandis que dans le même temps, l'emploi total augmentait de 13%. Or, cette croissance de l'emploi public a reposé principalement sur celle de la fonction publique territoriale. Celle-ci, en effet, et durant la même période, a enregistré la plus forte progression des effectifs, plus 42%, suivie par la fonction publique hospitalière, plus 28%, la fonction publique de l'État connaissant, elle, une progression de 14%. Alors que la fonction publique territoriale représente 30% de l'emploi public en 2003, elle a absorbé à elle seule 47% des emplois publics créés entre 1982 et 2003. La forte croissance de la fonction publique territoriale est une tendance longue qui s'est amorcée dès les années 1960. Les communes, avec 63% du total des agents au 31 décembre 2003, 956 000 personnes, restent les premiers employeurs, mais leur part dans l'emploi territorial a baissé depuis 1983, ce qui est logique. La part occupée par les départements a aussi baissé. Ce mouvement s'est effectué au profit des établissements publics communaux, intercommunaux et départementaux, mais également des régions. Devenues collectivités territoriales en 1986, les régions représentent dans l'absolu une faible part de l'emploi total, 0,9% en 2003, mais elles connaissent une montée en puissance de leurs effectifs multipliée par 8 depuis 1983. B. Le rôle des collectivités territoriales en matière d'emploi. Le rôle des collectivités territoriales en matière d'emploi n'est pas un rôle premier. Ce rôle est tenu, depuis le commencement de l'étatisation en 1940, par l'État. Mais tout en étant second, ce rôle n'en est pas moins essentiel. 1. Le rôle des collectivités territoriales, un rôle second. Le rôle des collectivités territoriales est un rôle second, parce que le service public qui a été institué en la matière est un service public national, et que les institutions qui interviennent de manière privilégiée sont des institutions spécialisées nationales. Mais second ne veut pas dire secondaire, ce qui constitue une ambiguïté supplémentaire. A. Le service public de l'emploi, service public national. Le chômage est devenu, depuis plusieurs années, l'une des préoccupations majeures des Français, qui attendent d'abord de leurs dirigeants qu'ils fassent baisser les chiffres du chômage, qu'ils procurent des emplois. Il ne s'agit pas du tout ici de discuter, ni du bien fondé de la croyance ou de l'espérance des citoyens dans la capacité des dirigeants à créer des emplois, ni des politiques de l'emploi qui ont été conduites depuis bien des années. Il suffit de constater cette attente. Mais le juriste relève également que cette préoccupation a conduit le législateur lui-même à parler de service public de l'emploi. Certes, il est probable que même sans la qualification législative le juge aurait été amené à porter la même appréciation, mais il est tout à fait remarquable que le législateur ait intitulé le chapitre 1er du titre 1er de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, service public de l'emploi 23. Selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 311-1 du Code du travail, le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ce qui détermine un vaste champ d'application pour ce service public. Et l'article L. 311-1 ajoute immédiatement que ce service public est assuré par 3 institutions ou structures. Les services de l'État chargés de l'emploi, l'institution publique qui est mentionnée à l'article 5312-1,
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. L'article L 5311-2 ajoute que ce service public est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1, dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres. On le voit, les collectivités territoriales ne sont pas mentionnées parmi les personnes qui assurent le service public de l'emploi. En revanche, l'article suivant, issu lui aussi de la loi du 18 janvier 2005, les cite. Selon cet article L 5311-3 du Code du travail, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L 5322-2 et suivants du Code du travail. Cette formule conduit à faire deux observations. D'une part, et cela résulte des considérations précédentes, les collectivités territoriales N' apparaissent Q' en second rang. Elles ne sont pas chargées d'assurer le service public de l'emploi, elles y concourent simplement. D'autre part, et de ce fait, on est amené à s'interroger sur le sens du terme concours. Étymologiquement, cela signifie courir avec, c'est-à-dire tendre vers un but commun, contribuer à une fiscalité commune. Ce terme de concourir n'est pas seulement appliqué aux collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi, mais se retrouve dans d'autres textes, notamment le Code général des collectivités territoriales, CGCT. Ainsi, notamment, l'article L 4131-2 de ce code dispose, à propos de la région, le Conseil régional par ses délibérations, le président du Conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le Conseil économique et social par ses avis, concourt à l'administration de la région. Une autre disposition concernant la région est intéressante, bien qu'elle n'ait plus aujourd'hui aucun contenu concret, c'est l'article L 4221-2, deuxième alinéa, du même code, selon lequel, conformément à la loi n° 82A-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire. 24. Ce terme de « concourir » est donc fréquemment utilisé, pour autant il n'en est pas nécessairement plus clair. B. Le recours par l'État à des institutions spécialisées. L'article L 5312-1 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2008-126 du 12 février 2008 prévoit les conditions d'intervention de l'institution publique, que l'article L 5312-1 désigne comme une institution chargée d'assurer le service public de l'emploi. Cette institution publique dénommée Pôle emploi est un opérateur du service public de l'emploi issu de la fusion entre le réseau des ACEDIC et l'ANPE, en vue d'assurer la coordination d'actions jusque-là séparées, l'objectif étant de donner aux demandeurs d'emploi un guichet unique, dans la perspective de la RGPP pour la gestion des offres d'emploi et de leur allocation. Selon cet article L 5312-1, l'institution nationale publique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière se voit reconnaître des missions, longuement détaillées dans l'article. Elle doit d'abord prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle. Elle doit, en deuxième lieu, accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toute action utile pour développer leurs compétences professionnellement et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer au parcours d'insertion sociale et professionnelle. En troisième lieu, elle doit procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre 1er du livre 4 de la 5e partie du Code du travail et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi. En quatrième lieu, elle doit assurer pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L 5423-24,
le service des allocations de solidarité, de la prime de retour à l'emploi, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L 5425-3, des allocations mentionnées à L', article L 5424-21, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention. En cinquième lieu, elle doit recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. En sixième lieu, elle est chargée de mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. La liste des missions confiées à cette institution publique est plus qu'impressionnante, elle donne un peu le vertige. Elle suggère au moins 3 observations. Tout d'abord, compte tenu de l'importance, de l'étendue et de la précision de ces missions, on peut comprendre que les collectivités territoriales ne soient pas les institutions les mieux à même de les mener à bonne fin. Ensuite, ces missions sont si étendues, si exigeantes, que l'on peut se demander si une institution, même spécialisée, est effectivement en mesure de les assurer dans de bonnes conditions, ce dont on peut douter. D'où enfin un doute en forme d'interrogation. Une telle énumération ne serait-elle pas un voile cachant une certaine impuissance, voire une impuissance certaine des pouvoirs publics? La longueur des missions assignées ne serait-elle pas l'expression de ce qui serait souhaitable et souhaité, beaucoup plus que de ce qui est réalisable et réalisé? Quoi qu'il en soit, et peut-être parce que, précisément, une telle institution n'est pas en mesure de répondre de manière satisfaisante à une telle mission, le rôle des collectivités territoriales demeure essentiel. 2. Un rôle des collectivités territoriales qui demeure essentiel. L'article L 5312-1 du Code du travail, s'il reconnaît un rôle prépondérant à l'institution nationale publique, ajoute immédiatement que cette institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, ce qui est un peu vague, et fait référence à des institutions qui dépendent pour certaines d'entre elles des collectivités territoriales, ce qui revient à reconnaître le rôle de ces dernières. Et, indépendamment de ces actions spécialisées, c'est un ensemble de politiques de ces collectivités territoriales qui peut contribuer à l'emploi. A. Le rôle direct des collectivités territoriales en matière d'emploi. Lors de la préparation du texte qui devait devenir la loi du 18 janvier 2005 précitée, le gouvernement déclarait, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que la réussite de ce dernier reposait sur l'engagement de tous les partenaires concernés, dans le respect des compétences de chacun, communes, départements, régions, associations, services publics déconcentrés, entreprises, partenaires sociaux, entreprises sociales pour l'habitat, chambres consulaires, centres de formation. On reviendra ultérieurement sur cette ambiguïté qui consiste d'un côté, à revendiquer un rôle prépondérant de l'État tout en affirmant d'un autre côté, la nécessité du partenariat de toutes les autres personnes, publiques ou privées, concernées, dans le respect des compétences de chacun. Toute la difficulté étant précisément de savoir, tout au moins pour les collectivités territoriales, quelles sont exactement leurs compétences. Bornons-nous pour l'instant à relever le constat que font les dirigeants nationaux, de la nécessité de l'intervention des collectivités territoriales. Les pouvoirs publics estiment que la loi a redessiné le périmètre du service public de l'emploi, en distinguant 3 cercles. Le premier cercle est celui de l'État, à travers le ministre chargé de l'emploi et les divers organismes qui interviennent à l'échelon national. Le deuxième cercle est constitué par les autres organismes publics et privés qui peuvent être amenés à participer, de manière plus ponctuelle, au service public de l'emploi. Le troisième cercle, enfin, est celui représenté par les collectivités territoriales et leurs groupements qui, sans avoir de compétences obligatoires en la matière, peuvent concourir au service public de l'emploi, notamment en étant des partenaires des groupements qualifiés maisons de l'emploi. Les maisons de l'emploi ont été instituées par la loi de 2005 précitée, et les dispositions les concernant sont codifiées aux articles L 5313-1 et suivants du Code du travail. L'idée qui est à la base de cette institution est une volonté de mutualisation des moyens de chacun des acteurs du service public de l'emploi, en vue d'une meilleure efficacité du service rendu aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises.
Les pouvoirs publics ont également insisté sur l'objectif de faciliter la participation des collectivités territoriales à ce service public de l'emploi. Selon l'article L 5313-1, premier alinéa, du Code du travail, les maisons de l'emploi concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. Elles doivent, à partir d'un diagnostic partagé, exercer notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques. Elles doivent contribuer à la coordination des actions du service public de l'emploi et participer, d'une part, à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi, d'autre part, au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi, ainsi qu'à la création et à la reprise d'entreprises. Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'État, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1, Pôle emploi, et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, AR. L 5313-2 du Code du travail, et elles peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public, GIP 25. Dans ce dernier cas, il y a évidemment une convention par laquelle est constitué le groupement, et cette convention fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative qui en assure la publicité. La convention détermine les modalités de participation, notamment financières, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique également les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. Les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils peuvent aussi, sur décision du Conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres et qui sont régis par le Code du travail. Les maisons de l'emploi sont considérées par les pouvoirs publics nationaux comme l'instrument privilégié pour associer les collectivités territoriales et leurs groupements aux différentes actions menées par le service public de l'emploi 26. En revanche, a été maintenue la possibilité, pour les communes, de jouer le rôle de bureau de placement 27 lorsque l'institution visée à l'article L 5312-1 n'en a pas dans le cadre d'une convention passée avec l'État et Pôle emploi. Les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi sont également un dispositif pouvant être créé à l'initiative d'une commune dans le cadre d'une démarche partenariale, en vue de favoriser l'insertion et l'emploi des personnes en difficulté, dans le cadre de parcours individualisés 28. Ils sont un outil local de mise en cohérence des actions d'insertion, de formation ou d'accompagnement social menées par les différents acteurs de terrain. Ces plans locaux peuvent contribuer à la conception, au développement et à l'aide au financement de projets multiples tels que la création de nouvelles structures d'insertion professionnelle, la création de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, GEIG, la recherche d'actions liées à l'insertion dans la passation des marchés publics locaux, le soutien à des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, le financement individuel ou collectif de parcours d'insertion 29. B. Le rôle indirect. Le rôle indirect des collectivités territoriales en faveur de l'emploi est sans doute très difficile à apprécier. Il n'en est pas moins réel. Chacun s'accorde à dire que certaines collectivités sont dynamiques et font pour leur collectivité ce que d'autres n'ont pas fait ou ne font pas. Cela repose naturellement souvent sur des impressions, qui peuvent être trompeuses parce que reposant sur des apparences. Si l'on essaie de réfléchir aux politiques qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi, on peut penser d'abord à la politique fiscale, mais également à d'autres politiques. La politique fiscale a donné lieu, depuis longtemps, à des débats quant à son utilisation. Il est incontestable qu'elle peut produire un certain nombre d'effets, même si ces derniers ne sont pas toujours véritablement quantifiables, et même si l'on n'est jamais sûr de pouvoir attribuer un effet déterminé à une politique fiscale donnée. Ceci étant, il va de soi tout d'abord qu'une fiscalité locale lourde risque d'inciter les citoyens, comme les entreprises, à condition évidemment d'en avoir la possibilité, à s'installer ailleurs, dans une autre commune plus accueillante fiscalement. Des distorsions sont alors possibles. Les habitants d'une petite commune proche d'une grande peuvent profiter de cette dernière,
tout en résidant dans la petite commune qui pratique une fiscalité plus légère, n'ayant pas à supporter la charge des infrastructures et des équipements. Toutefois, s'il s'agit seulement du logement, l'effet sur l'emploi est très limité, les effets sont économiques et sociaux. C'est la fiscalité sur les entreprises qui est susceptible d'avoir les effets les plus significatifs sur l'emploi. Du temps de la taxe professionnelle, les aménagements de celle-ci, voire l'exonération pour plusieurs années de cette taxe, ont pu être un instrument pour attirer ou maintenir sur le territoire d'une commune une entreprise. Celle-ci devenait source de revenus pour la commune, mais également pouvait être pourvoyeuse d'emplois, ou un moyen de maintenir des emplois. L'impact de l'entreprise sur l'emploi est évidemment d'autant plus important que l'entreprise est grande, et que la commune est petite. Les autres impôts locaux peuvent également favoriser l'emploi ou à l'inverse, l'entraver. Les taxes foncières peuvent avoir pour effet, quel que soit l'objectif poursuivi par les collectivités locales, d'encourager ou de décourager l'installation, tant de particuliers que d'entreprises et s'agissant de ces dernières, on peut penser, non pointant aux grandes entreprises, qui ne constituent pas l'essentiel du tissu industriel, mais aux petites, voire aux très petites entreprises, notamment les entreprises artisanales. Ce sont ces entreprises-là qui sont le plus susceptibles d'affecter l'emploi. C'est pourquoi la politique choisie par la collectivité présente de l'importance de ce point de vue. Ceci étant, 3 points sont de nature à relativiser les développements qui précèdent. En premier lieu, les communes n'ont pas toutes le choix, certaines sont naturellement favorisées, d'autres sont à l'inverse défavorisées, les facteurs de différenciation étant multiples 30. En d'autres termes, toutes les communes ne peuvent pas se permettre d'être généreuses sur le plan fiscal. En deuxième lieu, si certaines communes pratiquent une politique d'attractivité fiscale et peuvent se le permettre, ce peut-être, c'est même assez fréquent au détriment d'autres communes. L'emploi créé sur une commune est enlevé à une autre commune, et certaines entreprises ont d'ailleurs su jouer un peu cyniquement sur ce volet en déménageant d'une commune sitôt que les conditions fiscales devenaient moins intéressantes 31. D'autres entreprises n'ont pas manqué de pratiquer à l'égard des élus locaux une forme de chantage, mettant en balance la fermeture envisagée de l'entreprise, avec à la clé, si l'on peut dire, la suppression d'un certain nombre d'emplois, en cas de refus par la commune des aides sollicitées. Cette volonté de maintenir à tout prix l'emploi local a pu constituer un piège mortel pour certaines communes qui se sont inconsidérément engagées dans des garanties au profit d'entreprises non viables 32. De tels errements ont conduit le législateur à intervenir. Mais précisément, en troisième lieu, la politique fiscale des collectivités territoriales n'est pas une politique fiscale libre, c'est une politique contrainte, et il n'y a pas de véritable pouvoir fiscal local. L'État a indéniablement ici une politique ambiguë car d'un côté, il encourage, voire pousse fermement les collectivités à intervenir et d'un autre côté, leur impose, d'une manière qui d'ailleurs peut se comprendre le respect de certaines exigences, voire supprime un impôt local, comme dans le cas de la taxe professionnelle. Et si, économiquement, une telle suppression peut être parfaitement justifiée d'un point de vue national, et si les collectivités territoriales peuvent ne pas être perdantes, il n'en reste pas moins qu'elles perdent un instrument d'action. D'autres politiques peuvent avoir des effets indirects sur l'emploi, effets qui, pour ne pas être quantifiables, n'en sont pas moins réels. Par exemple, la politique du logement, si elle ne crée pas directement d'emploi, peut favoriser l'emploi. Indépendamment de la fiscalité appliquée, il est clair que selon les possibilités larges ou étroites de se loger, les gens viendront ou non s'installer dans une commune avec tous les effets induits que cela peut produire. De manière sans doute plus évidente peut-être, et encore que l'on n'y pense pas spontanément, la politique à l'égard des associations est susceptible d'avoir des incidences toujours indirectes sur l'emploi. En effet, le monde associatif est, ainsi que l'ont montré plusieurs rapports, un gisement non négligeable d'emplois. D'une part, les associations peuvent elles-mêmes recruter des salariés. Certes, la plupart des associations sont de taille très modeste, souvent elles n'ont aucun salarié, mais compte tenu du nombre très élevé d'associations dans notre pays, l'impact sur l'emploi n'est pas à négliger 33. D'autre part, les associations peuvent susciter des emplois par les prestations qu'elles fournissent ou qu'elles demandent. Naturellement, on peut toujours s'interroger et se demander si les aides ainsi attribuées par les communes n'auraient pas pu être mieux utilisées ailleurs pour favoriser l'emploi. Mais ce type de comparaison est par définition impossible, ou peu réaliste.
Ce qu'il est possible en revanche d'affirmer, c'est que si cette aide aux associations n'existait pas, cela supprimerait à coup sûr un certain nombre d'emplois. On pourrait citer également d'autres politiques comme par exemple, la politique culturelle. Ceci peut être illustré avec deux exemples. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.